Pour changer un peu des vidéos sur le cinéma, je voulais cette fois m'attarder sur la création d'un jeu vidéo. On va voir comment est-ce qu'on passe de la conception d'un jeu, la création de l'univers, à la commercialisation avec la communication et tout ce qui en suit pour essayer de promouvoir le jeu. Le but c'est de retracer tout le parcours en voyant un peu les étapes clés, et puisque c'est toujours plus simple de voir les choses avec un exemple concret, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un projet qui est en cours de financement sur la plateforme Ulule. Le projet en question s'appelle Legacy of the Crown, et c'est un jeu de rôle qui est en cours de financement. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut voir que dans la méthode de construction, ça ressemble un peu à un jeu de société, mais surtout à un jeu vidéo, avec la création d'un univers, des personnages, la création d'histoires, l'écriture, le scénario, bref, plein d'étapes comme ça qui sont très communes avec le jeu vidéo. Le chef de projet, qui répond au double pseudo de Kimi, m'a accordé une interview, donc merci à lui, et ça a permis de voir toutes les étapes créatives pour aboutir à leur projet. Du moins aboutir jusqu'au financement, parce que pour l'instant ils en sont encore à cette étape-là, financement participatif. Donc, si vous voulez les aider à défoncer le seuil qui se sont installés pour l'instant de 8000 €, sachant qu'ils en sont à un peu plus de 60%, c'est le moment. Vous avez jusqu'au 19 juin pour y participer. C'est un projet financé et créé de A à Z. On va voir qu'ils ont tout fait, et plus encore, sachant que l'alphabet va jusqu'à Z. Ils ont fait plus que ça, c'est dire à quel point ils ont fait un travail de ouf. Donc n'hésitez pas à les supporter, vous allez pouvoir retrouver leur Instagram et le lien de leur plateforme Ulule dans la description. Bon, petite intro de 30 secondes pour essayer de vous présenter un peu ce qu'est le jeu de rôle si jamais vous ne le savez pas. Le jeu de rôle, c'est un jeu qui est plus ou moins comme un espèce de théâtre improvisé, plus ou moins autour d'une table généralement, où il y a les joueurs qui doivent jouer un personnage et ils vont devoir interagir avec des actions et une narration qui est racontée par un maître du jeu. Ce maître du jeu-là va jouer donc cette narration-là, va jouer les personnages que vous allez rencontrer et vous allez devoir improviser avec une histoire qui a été créée dans un univers, et dans tout ça, vos personnages ont des caractéristiques qui rejoignent un peu ce qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, une force, une agilité, bref, plein de choses comme ça. Toutes vos décisions vont influencer l'histoire, ce qui va pousser le maître du jeu à essayer de faire beaucoup d'improvisation pour essayer de vous garder un peu sur les rails du scénario. Bref, c'est une dinguerie, n'hésitez pas à y jouer, ça déchire. Pour vous situer un peu le contexte de Legacy of the Crown, c'est un jeu de rôle victorien dystopique, donc ça se passe à la fin du 19e siècle, l'époque de Jack l'Éventreur et tous les mecs géniaux comme ça. Et dans cette histoire-là, la reine a pris les pleins pouvoirs du Royaume-Uni grâce à une nouvelle matière qui a été découverte. Ce nouveau matériau est transformé sous forme de nouvelle technologie qui a développé une maladie que l'on appelle la rouille et qui bute des gens en plus de les transformer dans des espèces de créatures assoiffées de sang. L'ambiance est géniale. Dans tout ce contexte-là, il y a différentes factions qui interagissent les unes entre les autres, donc les soldats de la reine, les docteurs, bref, plein d'autres factions comme ça. Et dans chaque faction, il y a des classes spécifiques, donc différents types de médecins, différents types de soldats, etc. Passons maintenant à la création d'un jeu, et pour ça, il faut savoir créer des choses, et qui dit créer des choses dit besoin de talent, qui dit besoin de talent dit monter son équipe. Avant de créer le jeu qu'on a en tête, il faut savoir monter son équipe pour essayer de concrétiser tout ça. Donc là, dans l'exemple concret qu'on va prendre, Legacy of the Crown, l'équipe a eu environ 15 à 16 intervenants, mais il y a surtout eu un noyau dur de 4 à 5 personnes. On a alors Pierre et moi qui sommes à l'initiative du jeu à la base, qui avons posé les bases des éléments de Legacy of the Crown, que ce soit du gameplay ou du lore. Et après moi j'ai un petit peu fait évoluer tout ça de mon côté. On a la pierre angulaire de l'équipe, c'est Grégory, qui communique aussi souvent sur les réseaux, qui fait les posts Ulule, qui s'occupait de la mise en page Ulule. Lui, c'est notre développeur, concepteur et game designer. Donc lui, il a une vision très méta du jeu, même s'il a aussi participé un peu à son écriture. On a Mélissa, qui est ma co-scénariste, donc celle avec qui j'écris. Donc elle a vraiment le lore en général de Legacy of the Crown. Je l'ai conceptualisé. J'ai écrit le scénario, ce genre de choses. Par contre, c'est elle qui a designé, qui a donné les formes, qui a façonné l'univers concret de Legacy of the Crown. C'est-à-dire la société, dans telle ville il y a ça, dans telle région il y a ça, là il y a telle personne, elle a tel rôle. En fait, c'est elle vraiment qui a concrétisé. Et le dernier membre, on va dire, du noyau de l'équipe, c'est Laurent, qui est un illustrateur et graphiste, lui, professionnel, qui a travaillé sur pas mal de jeux de rôle, dont RuneQuest. Et lui, ça a été notre graphiste et notre illustrateur.
Une fois qu'on a rassemblé tous les membres, les choses sérieuses commencent et on peut commencer à attaquer la création du jeu. Il n'y a pas de méthode type pour procéder à la création d'un jeu. Par contre, il y a des axes très importants par lesquels il faut passer. Il y en a deux majoritairement, à savoir créer la mécanique du jeu, le gameplay, donc la façon de jouer, les règles, etc. Et aussi tout ce qui s'occupe de la narration, la création de l'univers, le world building. Donc la narration, les scénarios, les personnages, les factions, la politique, tout ça, tout ça. Pour notre exemple, l'équipe de Kimi a choisi de s'attarder d'abord sur la mécanique du jeu, avant de s'attarder sur la construction du monde. Donc les étapes de création se sont divisées un petit peu en deux. D'un côté, il y avait le côté conception, où certains membres de l'équipe, dont moi en partie, mais c'était moins mon cas, c'est notamment le cas de mon collègue Grégory, qui s'est occupé de la partie conception des règles, équilibrage, ce genre de choses, avec une petite équipe avec lui malgré tout. Donc ça a été au début d'un côté cette conception de l'alchimie entre les classes, donc ça partait de différentes idées qu'on s'échangeait autour d'une table ou sur Discord ou ce genre de choses, et on a essayé de les concrétiser avec des mécaniques de gameplay réelles et qui marchaient. D'un autre côté, donc c'est la partie que là j'ai un peu plus dirigée moi, il y avait la partie écriture. Donc la partie écriture de l'histoire, la création du lore, poser des bases solides pour l'univers. Et cette partie-là commence par plusieurs mois, malgré tout, de recherche. On a essayé de contacter du monde, etc. Moi-même, je suis aussi professeur d'histoire-géographie, donc j'ai pu mettre à profit quelques connaissances pour pouvoir un petit peu étayer l'univers. Mais l'objectif, c'était vraiment d'être le plus précis possible sur ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire de l'Angleterre et du Royaume-Uni, pour pouvoir nous l'approprier et en créer une version totalement dystopique. Donc ça a été de la recherche, et après de l'écriture. Beaucoup d'écriture, de la réécriture, de la relecture, et ce genre de choses. Ici, on peut voir, avec l'exemple que nous a donné Kimi, que leur méthode de construction était de se baser sur des recherches et des références historiques. Donc l'un des procédés nécessaires pour construire son monde, c'est d'avoir des références sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir le construire. Et c'est comme on a pu le voir ici sur beaucoup de vidéos, donc là sur YouTube, la plupart des méthodes de construction de personnages de films ou autres étaient toujours basées sur des références historiques, culturelles et peu importe, pour pouvoir créer et concrétiser cette histoire. Alors j'avoue que je me suis beaucoup inspiré dans la manière de décrire et de découper de ce qui existait déjà. J'ai rebouquiné à fond les Warhammer, qui sont un exemple pour moi, Deadlands, un petit peu des Genesis aussi, l'un des futurs lointains cousins des Dark Souls ou Bloodborne, ce genre de choses par exemple. Et du coup Bloodborne, qui d'ailleurs, petite parenthèse, m'a beaucoup inspiré aussi dans l'écriture du jeu, bien évidemment. Une fois que toutes les références sont regroupées, il faut maintenant réussir à les rendre réalistes, cohérentes, qu'elles interagissent entre elles et que ça forme un tout plausible et palpable. Et encore une fois, Kimi va pouvoir vous le présenter mieux que moi. Ça a été réfléchir de façon très logique en fait, de façon, si j'ose dire, très cartésienne, à comment fonctionne ce monde, pour qu'il soit en fait logique et qu'il soit praticable et transposable dans la réalité, qu'il obéisse à une logique qui lui est propre. Donc c'est-à-dire comment fonctionne la société, comment fonctionne cette épidémie, comment la politique gère cette épidémie, comment la politique gère les factions qui se déchirent un petit peu pour avoir le pouvoir. Voilà, quelle est la vision de la reine face à cette grande technologie, face au Véridium, à ce que ça a apporté. C'est vraiment réfléchir à comment on vivrait dans ce monde. Et donc après, tout s'est fait de manière logique. Donc c'est-à-dire voilà, les factions, ensuite les régions principales, leurs dirigeants, ce genre de choses. Et après, l'objectif, ça a été d'orchestrer et de lier tout ça. Ce qui a été le plus compliqué d'ailleurs, que de garder une cohérence globale et de ne pas se contredire d'un chapitre à l'autre ou d'un bouquin à l'autre. L'univers est donc composé des systèmes sociaux, politiques, religions, etc. et aussi des personnages. Et donc, pour procéder à la création des personnages, l'équipe a eu un procédé en deux axes encore une fois. D'abord, tu te fais kiffer. Tu fais le personnage que tu as en tête, que ce soit un archétype, tu te dis que tel personnage a telle histoire, que tel musicien a tel passé, tel background. Et une fois que ça c'est fait, tu procèdes maintenant au world building, à la construction de ton monde, en mettant ton personnage à l'intérieur de manière cohérente. On veut de la cohérence, bon Dieu! Il faut réussir, encore une fois, et ça c'est l'une des étapes les plus importantes, à faire en sorte que ton personnage ait une raison pour laquelle il se trouve ici à cet instant T. Et une fois que ça c'est fait, il faudra ensuite passer à l'étape du design, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc d'un point de vue scénaristique, au-delà de la construction du monde, des personnages et tout ça, il faut réussir à rendre le tout jouable.
Puisque c'est un jeu et que les personnages sont amenés à vivre des aventures, il faut des éléments déclencheurs qui vont permettre de justement partir à l'aventure et d'essayer de résoudre toutes ces problématiques-là. Encore une fois, la cohérence de ces aventures-là est à ne pas oublier, parce que sinon ça va donner des problématiques, donc des aventures, qui sont basées sur des éléments forcés et artificiels. Et c'est pas dingue. Voilà. Bon, ça y est, l'univers et les mécaniques du jeu sont maintenant concrétisés. Certains pourraient penser qu'on peut directement passer à la commercialisation, sauf qu'il y a des étapes à ne pas négliger avant. Parce que là, pour l'instant, toutes les personnes qui ont concrétisé le jeu ont eu le nez plongé dedans pendant des semaines, des mois, des années, bref. Les personnes qui sont centrées sur la création de cet univers-là n'ont pas assez de recul pour essayer de voir si leur univers est vraiment jouable. Et donc pour ça, la meilleure des choses à faire, c'est de passer à une étape que l'on appelle le test and learn, donc en gros de simplement faire tester le jeu et d'apprendre des erreurs en essayant de le fracasser. C'est une étape qui va permettre aux joueurs d'essayer de comprendre si les mécaniques sont faciles à comprendre justement, si le scénario est bien construit et pas trop galère à essayer d'y jouer. Bref, le tout est vraiment d'essayer de le fracasser, mais pour le bien commun, puisque grâce à ça, le jeu peut maintenant être bien concrétisé, bien compact, et on est sûr qu'il peut correspondre à énormément de joueurs puisqu'il a été testé par plein de monde. Puisque maintenant, toutes les mécaniques et tout ça est enfin concrétisé, ça forme un tout bien solide sur lequel on peut venir le pimper. Et on va voir que ça a été une étape très importante, surtout aujourd'hui, à l'époque où l'ère du visuel et de toutes les images fonctionne énormément pour attirer beaucoup de monde. Et pour ça, l'équipe a mis en place une stratégie, et on va voir que ça n'a pas été une mince affaire à concrétiser tout ça. Donc on a fait, là, ça a été la partie développement et test, il faut passer à la partie création du jeu. Donc c'est-à-dire le graphisme, les illustrations et toute l'identité visuelle autour de Legacy of the Crown, dont on a essayé de faire un petit peu aussi le point fort, notamment sur les réseaux, avec les portraits, ce genre de choses. Alors on a eu la chance d'avoir dans notre équipe dès le départ un graphiste, donc il a pu aussi nous aiguiller sur la cohérence au fur et à mesure de l'écriture. Et après voilà, ça a été le début de la mise en page. Dans le même temps, il y a eu la création des logos, des insignes de chaque faction, ce genre de choses. Et après, les toutes premières illustrations qui ont été au début ce qu'on appelle des refs, quoi, des assets, ce genre de choses, hein, des dessins faits au crayon qui se sont concrétisés. Il y a eu des tests, ce genre de choses, jusqu'à arriver aux illustrations finales qu'on a aujourd'hui. Donc la partie création, c'est celle aussi qui a pris le plus de temps. Parce que déjà ça coûte de l'argent, et une fois que c'est fait, c'est relecture, ce genre de choses, correction des coquilles. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a un premier produit fini, même s'il est brut, il y a, on va dire, la première possibilité de le commercialiser. C'est donc une étape qui demande beaucoup de temps et énormément de retours pour réussir à concrétiser le tout. Pour revenir un peu sur l'exemple de tout à l'heure de la création des personnages, l'équipe a eu un procédé un peu particulier avec le character design, donc la personne qui était en charge de concrétiser les visuels des personnages. Pour ça, ils ont fonctionné en 3 étapes. Ils ont communiqué au character design l'histoire du personnage, tous les événements qui lui sont arrivés, etc., pour ensuite présenter le personnage en quelques mots sur ses traits de caractère et surtout pour décrire ce qu'on pourrait retrouver sur son visage. Et ils ont ensuite présenté le code couleur pour essayer de le lier à une faction. Donc par exemple, les soldats de la reine avaient une couleur surtout associée au bleu. Bon, c'est fait, le jeu est concrétisé. On peut maintenant passer à la commercialisation avec la prise en compte de la production et de la distribution. Les méthodes de production et de distribution habituelles inciteraient à aller voir les maisons d'édition de jeux pour essayer de commercialiser le produit. Sauf que quand on est un outsider pas très connu, c'est toujours plus particulier que quand on est une grosse boîte. Aussi, l'un des problèmes majeurs de cette industrie-là, c'est que les producteurs autorisent ou non le financement, mais selon des critères bien spécifiques. J'ai déjà bossé avec certains d'entre eux, Grégory aussi. C'est un milieu qui est particulier, où il faut plaire à certaines personnes pour une mode, etc. Et c'est un milieu qui n'obéit pas à une logique qui est forcément ludique, mais qui est d'ailleurs ni spécialement commerciale, d'après les ressentis que j'ai pu en avoir. Donc c'est très compliqué, comme ça, de présenter son projet à une maison d'édition. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais nous, on a préféré faire de l'auto-édition pour ce genre de choses, parce que voilà, on a pu avoir quelques retours de personnes, alors soit qui ont tout simplement refusé,
d'autres qui voulaient s'approprier une partie du jeu pour le glisser dans un autre univers ou je sais pas quoi. Certains qui voulaient un peu changer la ligne. Bon, après, on n'a pas fait 12 000 non plus, mais les quelques-uns avec qui on a été en contact, voilà, on n'a pas spécialement jugé intéressant de donner suite. Donc, pour des gens qui sortent de nulle part, alors soit il y a un peu de chance et de débrouillardise et ils arrivent, et je leur souhaite, hein, à tomber sur une super maison d'édition qui est fan de leur projet, qui accepte de les financer. Soit c'est vrai que dans un premier temps, il va falloir se faire l'écrou un peu tout seul, quoi. Heureusement, la force d'Internet est de proposer des alternatives à tout ça. La plus grosse alternative qui est surtout mise en avant aujourd'hui, ce sont les financements participatifs. Donc, l'équipe a utilisé celle d'Ulule, puisque là-dessus on peut retrouver plusieurs financements de jeux de rôle et aussi des financements pour des grosses boîtes comme des indépendants. Et c'est une plateforme française, donc production locale. Cocorico. Et en plus de tout ça, l'un des avantages du financement participatif, c'est de déterminer directement l'attrait du public pour essayer de voir si on est bien sur la bonne route et si ça intéresse beaucoup de monde. Donc maintenant que la méthode de financement est trouvée, il faut passer à une étape extrêmement importante, cruciale même, la communication. Si on ne connaît pas le projet, il n'y aura pas de personne pour le financer. Ça coule de source. Donc la communication est une étape vraiment très importante et qui va surtout exploser le budget. La communication, c'est énorme parce que soit on engage quelqu'un pour le faire, soit on collabore, soit on fait de la pub via Insta en injectant, comme j'ai fait, via les pubs Insta que la plateforme propose pour pouvoir les mettre en avant, ce genre de choses. Et certains partenaires ont peut-être dû être payés aussi, etc. Donc la communication, c'est déjà un budget qui est non négligeable et qui est essentiel à la réussite d'une campagne, même de la réussite de toute mise en avant de projet, quoi. Donc la communication, c'est un budget qu'il ne faut pas négliger. Donc en effet, la communication a pour but de correspondre à plusieurs objectifs. Pour le projet de l'Autk, l'équipe de Kimi a utilisé du référencement payant, que l'on appelle SIA, qui est en gros des publicités sur, donc là en l'occurrence Instagram. Et en plus de ça, ils ont également fait appel à du partenariat pour appeler d'autres communautés et créer un engouement autour de tout ça. En plus de ça, il faut aussi donner des informations sur le projet pour essayer de galvaniser les personnes et faire en sorte qu'ils soient très intéressés par lui, qu'ils aiment le projet. C'est donc pour ça que l'équipe a choisi de diffuser plein de news, des fiches de personnages, du lore, la création du monde, des choses comme ça. Et autre objectif très important, c'est de pousser au don. Donc c'est pour ça qu'ils incitent souvent à partager le lien Ulule pour pousser un maximum de financement. Legacy of the Crown a choisi de communiquer relativement tôt dans la création du jeu. En fait, dès la phase des tests, etc., ils commençaient déjà à communiquer dessus pour commencer à créer un petit engouement. Et là où ça a explosé, c'était pendant une convention où les joueurs ont pu jouer au jeu, acheter des kits d'initiation, participer au financement, et ça a commencé à créer un engouement autour de tout ça. Donc ils ont choisi une stratégie digitale, avec Instagram, les réseaux sociaux et tout ça, et une stratégie physique, ce qui permet de tester le jeu, tester la marchandise. Un peu comme quand tu es à une convention ou alors à un carrefour et qu'il y a quelqu'un qui te fait goûter son fromage, avant que tu files en douce. En plus de tout ça, ça permet de propulser la notoriété du jeu et commencer à fidéliser déjà une communauté. Donc toujours lié à la communication, en plus de savoir par quels moyens communiquer et quel message, il faut également déterminer sa cible. Là en l'occurrence, pour Legacy of the Crown, ça représente le public le plus niché du marché du jeu. Donc c'est très très ciblé. C'est pour ça que l'équipe a choisi d'étendre le ciblage et on peut voir également qu'ils ont également prévu ça dans la construction de leur jeu. En fait, lié à ça, l'élargissement de la cible, il faut prendre en compte la valeur ajoutée du projet ou du produit. C'est aussi ce qu'on appelle dans le marketing l'USP, Unique Selling Proposition. Cet élément-là permet de dissocier le produit ou le projet de tous les éléments qui l'entourent et d'avoir un argument d'achat. Et là, en l'occurrence, pour Legacy of the Crown, ça permet aussi d'avoir une cible beaucoup plus grande. Donc la valeur ajoutée qui concerne ce jeu de rôle, c'est de proposer des mécaniques de jeu qui sont différentes par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. En fait, les jeux de rôle se jouent majoritairement avec des dés, et eux, ils ont fait en sorte que certaines classes de personnages doivent jouer avec un élément de gameplay différent, comme par exemple des cartes de jeu. Et donc ça, plus un système de classes assez particulier, leur permet de se rapprocher de ce qu'on peut retrouver dans les jeux de société et jeux vidéo pour faire en sorte que le jeu de rôle qui est un marché de niche parle à un plus grand nombre.
Donc d'où le fait de voilà des fameuses classes hein, avec les compétences par classe, ce genre de choses. Ça évoque un petit peu les MMO, ce genre de choses, ou les jeux de rôle avec les RPG, avec l'art de progression, c'est à la The Witcher ou ce genre de choses, quoi, par exemple. En plus de ça, ça parle aussi aux joueurs tout court de dire, je te donne un exemple qui est assez parlant, par exemple la classe des rôdeurs, même s'il y a un arbre de compétences qui peut aller dans toutes les directions différentes, on peut faire différents types de rôdeurs, certains basés sur l'infiltration, certains plus sur le combat, d'autres sur la manipulation, etc. Mais tous ont le principe commun de les rôdeurs, ça se joue en simultané avec le personnage et l'animal auquel il est relié, il s'appelle son compagnon. Donc c'est un dresseur aussi, et donc il a un animal auquel il est relié, auquel il donne des ordres en même temps qu'il joue lui. Et du coup, ça c'est, on va dire, c'est une mécanique très précise dans le gameplay qui rentre très vite dans la tête des joueurs. Le rôdeur, il a un animal. Et voilà, c'est l'assassin par exemple, il a un petit peu à la classe assassin, un peu à la Assassin's Creed, ils ont ce qu'on appelle un bracelet fantôme, qui est une sorte de bracelet qu'ils ont au poignet et auquel ils peuvent mettre les gadgets qu'ils veulent. Donc ils ont une liste de gadgets qu'ils peuvent acheter auprès de leur faction, etc., selon les actions qu'ils font. Et ils peuvent y ajouter voilà, des kits de crochetage, des espèces de lames furtives à la Assassin's Creed, des lance-fléchettes, ce genre de petits trucs, quoi. Donc leur communication touche un maximum de personnes et permet de fidéliser plus de personnes également. Puisque l'un des éléments les plus importants, les plus primordiaux de la communication est de se créer une communauté. Elle va être fidèle, partager les publications, être réactive, financer le projet, partager. J'ai déjà dit partager? C'est pas grave, on ne partage jamais assez. Donc pour créer cette communauté, l'équipe a utilisé différents biais. D'abord, ils ont créé un serveur Discord, ce qui permet à un maximum de personnes de se centrer dessus et de communiquer et d'échanger, etc. En plus de ça, ils se sont également inscrits à des forums. Et surtout, ils ont créé un site web en présentant leur jeu, leur univers, etc. avec des liens sur leurs réseaux sociaux, ce qui permet d'accroître le référencement puisque ça crée du trafic entre les réseaux sociaux et le site web. Donc c'est tout bénef. Pour revenir un peu sur l'aspect financement et aussi toujours rester ici dans la communication, j'ai posé la question idyllique à Kimi, ce qu'il aurait fait s'il avait un budget illimité. Parce que pour l'instant, spoil, c'est toujours pas le cas, parce qu'ils sont toujours en train de financer. Et donc sa réponse a permis de présenter toutes les propositions qu'ils ont en tête pour leur projet, ce qui est très cool, on va voir ça, et aussi des méthodes de communication qui pourraient être vachement sympas si jamais on avait un budget illimité. Livre de règles, le livre de lore qui s'appelle le Guide du Grand Royaume, et un bestiaire qui va avec. Ensuite, il y a une campagne en cours d'écriture, un scénario gratuit jouable qui sera joint, la bande originale du jeu, qui est une plus-value qu'on voulait mettre, parce qu'il y a très peu de jeux de rôle qui ont leur propre musique, et un roman. Vous savez qu'il y a 9 autres produits qui sont quand même en préparation, si jamais ce financement fonctionne. Donc, si j'avais budget illimité, ma première idée, ce serait de tout mettre dans la production de ces trucs-là et d'arriver à les mettre en place. Ensuite, pour le promouvoir, c'est très simple. Ma première étape, ça aurait été un trailer, un teaser puis un trailer avec des acteurs ou alors avec une espèce de motion capture ou ce genre de truc. Vraiment un truc qui fasse un peu jeu vidéo, un truc un peu stylé. Et si vraiment le budget est vraiment illimité, c'est Elon Musk qui a mis la main à la poche. L'idée, c'est vraiment d'en faire, pourquoi pas un court-métrage, voire même une série ou un truc comme ça, genre un gros produit dérivé qui vient promouvoir le jeu. Mais bon, si on en est à ce stade-là, c'est que là, Legacy of the Crown, au-delà d'être un jeu de rôle, ce sera devenu même peut-être un jeu vidéo, peut-être l'un des futurs lointains cousins des Dark Souls ou Bloodborne, ce genre de choses, par exemple. Pour passer de la création à la commercialisation de son jeu, il y a des étapes clés à ne pas oublier. D'abord, il est important de créer un monde cohérent, avec un système de jeu qui est lié pour faire en sorte que les deux soient bien corrélés et justifiés. Ensuite, il est important d'avoir une valeur ajoutée forte, ce qui va permettre au projet d'être créatif et de sortir du lot. En plus de ça, ça peut être un axe de communication pour essayer de pousser à l'achat. Et en dernier, ne surtout pas oublier de faire tester le jeu, ce qui va permettre d'avoir des retours, de créer un engouement et donc de créer une communauté. Et la communauté is everything. Je remercie Kimi et toute l'équipe de Legacy of the Crown d'avoir proposé une telle création. Les gars, ils ont tout fait de A à Z, et même plus que ça, avec tout ce qu'ils proposent pour le financement du jeu, c'est un truc de malade mental.
Donc vraiment, si vous souhaitez participer au financement, et je vous encourage vivement à le faire, vous pouvez retrouver les liens dans la description, donc les liens de leur compte Instagram et Ulule pour participer au financement, et même si c'est quelques euros. D'ailleurs, un grand homme a dit un jour qu'il n'y a pas de petits profits. Je dis toujours, il n'y a pas de petit profit. Donc merci encore à toute l'équipe, et je vous laisse avec le message de fin de Kimi, c'est ciao. Merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Que voilà, sachez que la campagne est toujours en cours. On a besoin de vous pour qu'elle réussisse. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, foncez. Il y a des super contreparties, des super trucs à obtenir. Donc n'hésitez pas et vous ne serez pas déçus. Ça donne envie, hein.